Le face-à-face, aujourd'hui, bienvenue. Nous allons parler politique exactement avec un grand profil, une personnalité politique, une opératrice politique qui, dorénavant, n'est plus à présenter car elle a déjà fait ses preuves. La politique, c'est la seule chose qui nous permet de gérer nos nations, de gérer nos pays, de gérer notre entourage. Mais aujourd'hui, la prise de pouvoir passe par les partis politiques. Elle fait partie de membres d'un parti politique, d'un mouvement politique et qui est parmi les plus influents. D'ailleurs, membre de l'Union sacrée de la République démocratique du Congo, c'est le mouvement de Congolais unis, MCU en sigle. C'est parti cher à l'ambassadeur universel de la paix, Jean-Paul Chivuila, connu d'une manière aussi populaire, avec une autorité assise, avec le nom de Mwana Bitindaba Congolais, mais son soldat, sa représentante, est ici dans la ville de Lubumbashi et province du Haut-Katanga, Madame Viviane Massengo, avec elle aujourd'hui nous n'allons pas porter de plainte, nous allons parler politique et certains sujets importants qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Madame Viviane, bonjour. Bonjour. Madame Viviane, merci, très heureux de vous rencontrer une fois de plus, après plusieurs temps qu'on ne s'est plus revu où on peut parler politique. En tout cas, merci d'avoir accepté cette rencontre. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Merci beaucoup, madame. Mais madame Viviane, d'entrée de jeu, moi j'aimerais qu'on puisse parler. Vous êtes MCU. Quel est cet état de lieu aujourd'hui, si vous devez parler sur le MCU? Quel est votre état de lieu? Quelle est votre lecture de votre parti? Où est-ce que vous en êtes avec ces partis-là aujourd'hui? Que ce soit ici au niveau provincial, même dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à M. le journaliste. Je voulais profiter aussi pour saluer tous les téléspectateurs de la ville de Lubumbashi ainsi que de toute la province du Haut-Katanga et pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Merci. Partout on pourra nous suivre dans cette tranche. En fait, mon parti politique, Mouvement des Congolais Unis, se porte à merveille. Comme vous le savez très bien, nous sommes à une période post-électorale. C'est-à-dire que c'est un temps qui, après les élections, tous les partis, tous les regroupements politiques se remettent encore en position pour essayer de se préparer par rapport aux échéances prochaines. Comme vous le savez, 5 ans, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que 2028, c'est plus loin, c'est déjà demain. Ce qui fait que MCI, comme tous les autres partis politiques, nous sommes déjà en train de travailler pour se préparer à cela. Il y a certaines restructurations au sein du parti pour voir comment nous avons travaillé avant les élections de 2023 et quels sont les résultats qui ont été récoltés, comment nous allons maintenant diligenter les choses, comment nous allons travailler pour ces 5 ans aussi qui viennent de commencer et pour que nous puissions encore aller aux prochaines élections. C'est-à-dire que je pense qu'à cette étape, c'est presque tous les partis politiques qui seraient en train de se préparer, en train d'organiser des rentrées politiques, organiser, restructurer le parti, organiser des états généraux, autopsie, ceux qui ont pu gagner aux élections, ceux qui n'ont pas pu gagner, qu'est-ce que nous devons faire pour que prochainement, que nous puissions faire mieux. C'est dans cette ambiance que se trouverait le parti actuellement, mais en fait, au niveau national, tant que provincial et aussi à l'intérieur de toute la province, le parti se porte à merveille. Alors, Madame Viviane Massengo, pour le commun des mortels, pour une grande partie de l'opinion, il pense que le MCU, qui est membre de l'Union sacrée, au sein de cette dernière, donc de cette plateforme-là politique, il ne pèse plus. On sent de moins en moins la considération de MCU dans l'Union sacrée. Donc, si on doit voir les ministres, on doit voir le nombre des ministres au sein de MCU, les directeurs généraux des entreprises de régie financière ou des entreprises de l'État, les députés nationaux, provinciaux, c'est comme si le MCU ne pèse plus au sein de l'Union sacrée. Vous qui êtes un des hauts cadres de ces partis-là, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse?
Dire que l'AMCI ne pèse pas, c'est trop fort et c'est pas vrai. Parce que le poids d'un parti politique, ce n'est pas le fait d'avoir des députés, d'avoir des mandataires, mais c'est l'apport, c'est la force, c'est l'ancrage du parti politique sur le plan implantation. Ce qui fait qu'il donne la force à un parti politique. Et comme vous le savez très bien, aujourd'hui, nous pouvons avoir des députés, avoir des sénateurs, mais qui ne sont pas sous les labels du MCI, parce que quand nous sommes allés aux élections en 2023, nulle part au niveau de la CENI, vous ne trouverez le nom de MCI. Nous sommes allés sous le label d'un regroupement politique AV, c'est-à-dire que AV, après les élections de 2023, nous avons pu obtenir 7 députés nationaux, 7 députés provinciaux, 2 sénateurs et autant des conseillers municipaux. Ce qui fait que MCI a travaillé parce que dans ces regroupements-là, MCI a pesé aussi pour que nous puissions arriver à avoir ce nombre-là d'élus. Et aussi, je voulais aussi informer l'opinion que l'actuel vice-premier président de la Chambre haute du Sénat, c'est lui, la tête, c'est lui le président même de notre regroupement politique, AV, l'honorable sénateur José Kalala. Il est de notre regroupement, ce qui fait que MCU à l'intérieur de AV n'est pas aussi n'importe quel parti au sein de l'Union sacrée. Vous allez certainement avoir une sorte de défense et nous aimerions savoir comment est-ce que vous allez procéder pour cette question. Il y a beaucoup estiment, moi personnellement, qu'il y a une sorte de relâchement du MCU. On a beaucoup senti MCU dans les années passées, on l'a senti au front, mais est-ce qu'il y a un problème de structuration au sein de MCU? Il y a quelque chose qui cloche au sein de MCU? Sinon, vous allez le dire ici, si oui, ce serait lequel de problèmes ou laquelle de choses qui clochent, parce que le siège de MCU est où, que ce soit ici dans le Haut-Katanga, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit dans l'arrière-pays, est-ce que vous vous représentez dans toutes les 26 provinces, les MCU à Kinshasa, le secrétaire général, on sent une sorte de relâchement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je ne sais pas, monsieur le journaliste, qu'est-ce que vous entendez par relâchement. C'est-à-dire, comme je venais de vous le dire, nous sommes dans une période post-électorale. Il n'y a même pas encore une année. C'est-à-dire que même des communs de montagne, quand vous allez circuler dans toutes les structures politiques, c'est-à-dire que tous les partis, il n'y a pas l'engouement qu'on a toujours eu à la veille des élections. C'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on est en train de courir. On vient d'une grande bataille, des élections. Il faudrait un peu le temps de se rafraîchir un peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en berne comme tel, c'est-à-dire qu'on est en train de se réorganiser. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, vous commencez déjà à faire des grandes détractations, beaucoup de bruit. 5 ans, on a dit que c'est peu, mais c'est pas du tout peu, c'est pas une mince affaire. Il faudrait pas, vous allez risquer de vous épuiser. Donc, il faudrait travailler de manière que, à l'interne, nous sommes en train de travailler, de se organiser. Ce que nous avons récolté en 2023, comment nous pouvons corriger cela, comment nous allons nous y prendre en 2028. Tout ça, ça demande une préparation. Ce qui fait qu'on ne peut pas aussi, du coup, c'est une cuisine interne, dévoiler ce que nous sommes en train de faire par rapport à se préparer aux élections prochaines. Le MCI a toujours son siège ici à Lubumbashi. Nous avions un peu déménagé et le siège et si vous passez au niveau de Makomeno, le siège est toujours là, c'est-à-dire MCI est toujours là, dans le Haut-Katanga. Si vous allez à Likasi, à Kipushi, à Kambovo, partout, le siège de MCI existe. Au niveau de Kinshasa aussi, le siège est là, sur l'avenue Kasavubu. Point renseignement, si je ne m'abuse pas, le siège est toujours là. Et quand vous parlez du secrétaire général, chaque parti a sa façon de travailler.
notre secrétaire général n'est pas plus médiatique, c'est-à-dire que tout le temps passer, faire des déclarations, parler, mais c'est un secrétaire général qui est en train de travailler aux côtés de l'aigle blanc, que nous appelons toujours Mona Bitindaba congolais. Il est en train de travailler pour que les partis puissent toujours tenir, puissent être toujours debout, et MCI est toujours là. Et vous avez parlé de si nous sommes dans toutes les 26 provinces, depuis tout ce temps, même avant les élections de 2028, MCI n'était pas implanté dans toutes les provinces de la République. Nous étions jusque-là implantés dans plus ou moins 24, mais nous sommes en train de continuer le travail de l'implantation pour qu'avant les élections de 2028, que nous puissions encore nous retrouver partout. Et comme on le disait toujours, gagner les élections aujourd'hui, ce n'est pas toujours le fait d'être éparpillé partout, parce qu'il y a toujours des coalitions qui se fondent et qui se défendent avant les élections. Il y a toujours des alliances, il y a toujours des coalitions, ce qui fait qu'un parti peut être dans un coin déterminé, et au moment, à la veille des élections, comme il y a toujours le système de regroupement, et si le système de seuil sera encore reconduit en 2028, il y aura toujours des regroupements, ce qui fait qu'on regroupe différents partis politiques au sein d'un regroupement pour qu'il n'y ait pas, parce que comme vous le savez, depuis l'avènement des multipartismes, il y a beaucoup de partis politiques. Nous sommes arrivés juste dans les 700-900 partis politiques. Et si la CENI pouvait recevoir les candidatures de tous ces partis politiques, ça serait gigantesque. Ce qui a fait que les législateurs avaient raisonné dans le sens de mettre en place des groupements politiques pour que nous ne puissions pas avoir une liste indéterminable de partis politiques, ce qui fera qu'un parti peut se retrouver dans 2-3 provinces et à la veille des élections, il va se retrouver dans un regroupement et il va se représenter aux élections avec ses membres. Alors, MCI est là et existe et est en train de travailler toujours avec le même élan. Question un peu plus personnelle, Madame Viviane Massengo. Pour beaucoup d'analystes politiques, certains journalistes politiques, les opérateurs politiques, Viviane Massengo est une femme brillante, intelligente, battante, une femme de fer qui réussit à ramener des troupes. Elle évoluerait mieux dans un autre parti politique que le MCI. Les gens ont l'impression comme si Viviane Massengo donne le meilleur d'elle. C'est elle qui donne tout pour le MCI, que le MCI lui remet l'ascenseur. Je vais encore entrer en profondeur. Pour beaucoup, avec votre carrure, votre bravoure, votre intelligence, si vous évoluez dans un parti comme l'UDPS, comme l'UNC, comme MLC, aujourd'hui elle serait ministre nationale, elle serait sénatrice, elle serait députée nationale. Apparemment, le MCI lui tire vers le bas. Qu'est-ce que vous donnez comme réponse? Là, monsieur le journaliste, c'est faux, et c'est faux et archi faux. Si cela était le cas, Madame Viviane ne serait pas interfédérale aujourd'hui. C'est MCU qui m'a fait interfédérale. C'est pour la première fois que je sois nommée présidente interfédérale. Et je n'ai pas commencé par MCU. Avant MCU, j'étais dans un autre parti politique. Mais c'est la première fois que je sois nommée interfédérale. C'est-à-dire que mon apport, nos atouts ont été pris en compte, en considération par les hiérarchies, c'est-à-dire que l'autorité première du parti. Et alors, c'est MCI qui m'a aligné pour la première, en 2023 comme candidate à la députation nationale. Et d'ailleurs, moi-même personnellement, je ne voulais pas m'aligner, mais c'est MCI qui m'a aligné. Alors vous voyez que c'est un parti qui a, si aujourd'hui, moi je dirais, si aujourd'hui Mme Viviane Massengo est connue dans la ville de Lubumbashi, sur la ville de Lubumbashi, à travers la République démocratique du Congo, et que nous pouvions aussi nous retrouver dans les sièges des autres décideurs, dans les sièges d'autres partis politiques, là où parfois les grandes décisions se prennent, rencontrer les autorités de la province, c'est à travers ces partis politiques MCU. Alors, dire que si on se retrouverait dans un autre grand parti politique, on serait... Monsieur le journaliste, nous ne sommes pas de cette école-là.
hein, de voir qu'aujourd'hui, nous sommes de l'école de la loyauté, la fidélité, elle paie toujours. C'est une valeur qu'il faudrait vraiment aussi tenir et que je profite aussi pour conseiller même aux autres. Parce que nous voyons aujourd'hui, du jour au lendemain, quelqu'un qui était dans le vert, il se transforme dans le jaune, il part dans le rouge, demain vous le voyez dans le blanc. Au bout d'un mois, de 2 mois, de 6 mois, et surtout avant les élections, les gens changent de position, et même après les élections, pour avoir un positionnement. Il serait mieux, plus d'avoir des soucis de servir son pays et que de se servir son pays. Ok. En tout cas, belle réponse. Mais si aujourd'hui, Mme Viviane Massengo, on vous proposait la mairie de la ville de Lubumbashi, un ministère provincial comme national, à une seule condition, que vous deveniez membre de l'UDPS et que vous jetez l'éponge au MCU, ou qu'est-ce que vous allez faire? Vous choisirez quoi? Une question difficile, mais vous pensez que ce n'est pas encore arrivé, monsieur le journaliste? En fait, on n'est pas là pour étaler toutes les réalités. En fait, comme je venais de le dire tantôt, nous devons, nous, les Congolais, cultiver cette valeur. C'est très important. La loyauté, la fidélité, la constance. Et c'est vraiment très important et capital dans la vie. Si nous, Congolais, ne parvenons pas à comprendre cela, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des gens qui parfois manquent de personnalité et nous pouvons renier facilement notre identité parce que nous sommes flexibles, nous sommes pas, nous tergiversons à tout bout de devant. Nous avons vu beaucoup de gens faire cela, mais il faudrait savoir d'abord pour qui vous êtes en train de travailler. Pourquoi vous aspirez à être tel ou tel? Est-ce que c'est juste pour votre ventre, c'est pour avoir un poste pour votre ventre, ou bien vous avez réellement les besoins de servir cette population? Peu importe, là vous pouvez vous retrouver. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, je vous dirais que Madame Viviane Massengo n'est pas de cette école-là. Madame Viviane Massengo, merci, belle réponse. Et je crois que le président national du MCU peut dormir sur ses lauriers. Il doit continuer à compter et renouveler sa confiance à Madame Viviane Massengo. Nous allons parler politique maintenant, madame. Vous êtes l'un des soldats de Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi, le chef de l'État actuel, de par votre participation, votre pacte avec l'Union sacrée. Mais est-ce que c'est le même courage, c'est ce même enthousiasme-là, c'est cette même brillance, force que vous défendiez Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi en 2019 que vous avez aujourd'hui en 2024? Pourquoi pas? Vous le savez très bien que... Pour beaucoup, il a échoué. Dire qu'il a échoué, c'est aller vite en besogne. Je pense que vous faites allusion à l'insécurité à l'Est. Vous faites allusion à la situation socio-économique de notre pays. C'est tout à fait normal. Mais je vous dirais que cette situation ne date pas seulement de ces deuxième quinquennat. C'est une situation qui date d'il y a maintenant 3 ans. Que cette situation socio-économique est en train de tergiverser. Et cela n'est pas réellement seulement cantonné au Congo. La hausse aujourd'hui la détérioration de la monnaie locale face aux devises étrangères, ce n'est pas une situation qui sévit seulement. Mais on estime que c'est grand aujourd'hui. On change un dollar à 2800, d'autres endroits de 1930. Ce n'est pas seulement au Congo. Ça insinue directement la hausse de prix de produits de première nécessité. Vous savez très bien, l'économie congolaise pendant tous ces temps ici est extravertie. C'est-à-dire que nous ne produisons rien, nous n'exportons rien, nous importons tout. C'est ce qui fait que ce qui peut se retrouver chez nous, même comme des matières premières, ce n'est pas utilisé au Congo. Ça doit aller à l'extérieur. Ça, c'est
c'est un autre champ. Si nous devons y entrer, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Vous allez comprendre que cette situation socio-économique ne dépend pas seulement de la communauté du Congo. Il y a eu l'épidémie de la Covid qui s'est vue et c'est presque tous les pays d'Afrique, même les alentours, il y a cette détérioration-là de la monnaie locale. Ça s'est vu un peu partout pour ne pas citer d'autres pays. Alors, en fait, même par rapport à cela, le président de la République n'a pas croisé les bras, il est en train de se battre pour que la situation puisse se relever. Et dire aujourd'hui qu'il a échoué, non, là c'est aller vite en besogne, parce que les changements d'une économie, les changements sociaux, ou bien l'évolution, le développement d'un pays, c'est tout un processus. Ce n'est pas par le coup d'un bâton magique que tout peut se développer, se transformer. Il faudrait que nous puissions y aller lentement. Ce n'est pas que c'est durant les 5 ans qu'il Félix Tshisekedi peut tout faire. Et non plus aussi durant 10 ans. Il peut amorcer et ceux qui viendront après lui pourront aussi continuer parce qu'aujourd'hui, il avait aussi trouvé un pays à un certain point, là où il a aussi pris, il doit aussi évoluer et à un certain moment, quand son mandat va prendre fin, il va aussi s'arrêter à ce niveau-là et le régime qui viendra, le pouvoir qui viendra va aussi continuer le travail, c'est-à-dire qu'il est en train de travailler parce qu'il y a des innovations, il y a ce qu'il a amené, il y a des routes de dessert agricole, il y a des routes qui sont en train d'être construites à travers le pays, il les fait, mais n'oubliez pas aussi que Félix Tshisekedi est au pouvoir pendant un temps très compliqué, un temps où la guerre à l'Est a pris une ampleur qu'il n'a jamais pris avant. Et Félix Tshisekedi est aussi entouré plus par des ennemis que des amis. Nous n'oublions pas cela. Nous n'oublions pas cela parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas faire porter à lui seul le chapeau de tous les malheurs de la vie. C'est lui le chef, c'est normal. C'est lui le chef. Bien sûr que c'est lui le chef. Le chef ne fait pas tout seul. Ne fait pas tout seul, le chef ne peut pas être tantôt il est au Kassai, tantôt il est au Katanga, il est au Bandundu, il a ses représentants. Mais si ses collaborateurs sur qui il peut compter ne sont pas avec lui, ne travaillent pas de mèche avec lui, il y a des traîtres partout, les trahisons à tout bout de champ, même les gens qui peuvent penser qu'il est avec lui, ils ne sont pas avec lui. Vous pensez que c'est facile pour lui à ce qu'il puisse arriver à mettre en pratique, à matérialiser les programmes qu'il avait donnés pour les quinquennats qui sont les quinquennats passés, même les quinquennats actuels. Mais nous prions Dieu parce que nous sommes qu'au début de ce deuxième quinquennat. Nous pensons qu'à mi-chemin, peut-être, ce n'est pas encore une année, attendons voir 2 ans après et nous pourrions voir ce qui va se donner parce qu'il est en train de travailler. L'opposition aujourd'hui, celle qui s'oppose de votre plateforme, votre grande plateforme, l'Union Sacrée, donc majoritairement construite des gens de FCC et des autres, estime que vous avez fait enfoncer le pays vers le bas, qu'eux ils vous l'ont légué. Ils vous ont laissé un pays en tout entier, l'Est de la RDC, ils vous ont laissé $1 à 46, je sais pas moi, à 96, j'y arrive, mais vous l'avez enfoncé davantage. Quel est votre point de vue en tant qu'opérateur politique? C'est ça la maladie que nous avons au Congo, c'est le manque d'amour que nous avons actuellement. Moi, je pense que si nous étions un pays où le Congolais est patriotique, c'est-à-dire qu'il y a le patriotisme en lui, il aime son pays, il ne devait pas être là en train de critiquer. Nous avons vu aujourd'hui le président Félix mettre à la tête du ministère de la Justice, vous savez très bien que c'est un ministère régalien, il a mis quelqu'un de l'opposition. Est-ce que nous avons vu cela dans notre mandat? Ça n'a pas existé. Le ministère de la Justice entre les mains d'un opposant, quelqu'un qui était aussi candidat président de la République. C'était son challenger, mais il l'a mis comme ministre de la Justice. Et actuellement, vous voyez ce qu'il est en train d'apporter comme travail. Vous sentez que, et pourquoi pas les autres soi-disant opposants ne peuvent pas s'approcher de Félix Tshisekedi pour donner des idées? Vous pensez que c'est en chantant, en disant qu'il pouvait faire mieux, qu'il devrait faire mieux? Et si par exemple aujourd'hui on leur dit voilà, ok monsieur, vous dites que vous pouvez bien faire, Félix Tshisekedi a échoué, venez prendre le pouvoir et voyons comment vous allez changer les choses. Vous pensez qu'en un clin d'œil ils vont tout changer? Ça sera la même chanson.
et les autres vont aussi se convertir en opposant contre lui. Le problème, c'est le manque de patriotisme, manque d'amour pour notre pays. Si nous avions ce patriotisme, nous ne devions pas être là en train de critiquer. Il y a beaucoup d'opposants aujourd'hui, entre guillemets, qui sont cités aux côtés des rebelles, aux côtés des groupes armés qui combattent la République démocratique du Congo. Cette guerre à l'Est, c'est une guerre médiatique. C'est une guerre qui est entretenue, qui aujourd'hui, par la volonté du Congolais, il se mettait dans la peau du vrai Congolais, aimant son pays avec le patriotisme, cette guerre prendrait fin. Vous comprenez, monsieur le journaliste? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui jeter tous les mauvais sorts sur le seul président de la République. Alors, Madame Viviane Massengo, nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Moi, j'ai une question un peu plus particulière à vous poser, Madame Viviane. Aujourd'hui, l'opposition accuse l'Union sacrée. Quand on met l'Union sacrée, il y a beaucoup de partis politiques, y compris le MCU, être une association de détourneurs, les détournements des millions de dollars de l'État. C'est l'image qu'on commence à donner à l'Union sacrée. Et les gens qui détournent l'argent de l'État, un pays où il y a l'insécurité à l'Est, l'Union sacrée, bref, a échoué. Il faut le renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que vous dites à l'opposition? Je venais de le dire tantôt là que le chef de l'État n'est pas aussi si bien entouré. Il n'a pas eu des collaborateurs, de bons collaborateurs qui pouvaient l'aider dans cette lourde charge qu'il a à la tête du pays. Certainement, cette union sacrée, il y a tout, comme vous venez de le dire, il y a de ces gens-là qui se sont convertis du jour au lendemain en union sacrée. Est-ce que réellement ils sont union sacrée? C'est ça le grand problème. Je sais qu'à l'avènement de l'Union sacrée, même dans la charte de l'Union sacrée, c'était prévu que les gens qui devraient être à la tête de l'Union sacrée, c'est-à-dire les présidents dans la coordination, ça devrait être des chefs des institutions. C'est pour ça que vous avez trouvé des gens comme le Mosso, honorable Mosso, il s'est retrouvé dans le président parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, l'honorable Bahati, l'honorable Sama Lokonde parce qu'il était chef du gouvernement, et les personnalités politiques comme les Kamere, les Bemba et les autres. Mais actuellement, vous sentez que ces gens-là, ces campagnes, à ces postes-là, à ces stades-là, d'être dans la coordination de l'Union sacrée, même bien qu'ils ne sont plus à la tête de ces institutions-là. Et comment ils vont aider les chefs de l'État? Comment ils vont matérialiser la vision du chef de l'État? Ils se camponnent au poste. Ils devraient à ce moment ici, parce que combien de fois nous avons vu et que nous suivons à travers les pays, l'Union sacrée, se réunir autour d'une table dans des réunions par rapport à tout ce que nous avons comme sujet dans les pays pour essayer de raisonner et amener un ouf de soulagement ou bien des résultats ou bien des réponses par rapport à tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre au pays. Vous sentez que cette union sacrée-là n'aide pas du tout les chefs de l'État. Ça n'aide pas du tout les chefs de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une gangrène et c'est les détournements auxquels nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Nous ne nous acclamons pas pour cela, nous ne sommes pas pour cela, c'est quelque chose à condamner. Mais nous savons que si ces gens-là sont en train de détourner, ce n'est pas les chefs de l'État qui les envoient. Ce n'est pas la plateforme de l'Union sacrée qui les envoie. Aussi longtemps que vous êtes nommé, par exemple, à la tête d'une institution, mandataire, vous êtes ministre, vous n'appartenez plus à telle couleur politique, mais vous êtes déjà un membre du gouvernement, c'est-à-dire que vous êtes déjà une personnalité. C'est-à-dire que quand ils sont en train de faire des bévues, et parfois on les met toujours à la disposition de la justice, et vous n'allez pas me dire aussi que les magistrats qui sont là sont des lions sacrés. Qui ressortent après, on dit que voilà, c'est un faux semblant de les arrêter, parce qu'ils font un mois à Makala ou en prison. Non, si par exemple, après enquête, ils trouvent que ces détournements, peut-être, ça n'a pas été orchestré par lui, mais parce qu'il était responsable, ça l'a connu. Et la justice a fait son travail, l'a relâché. Ce n'est pas le problème du chef de l'État ou bien de l'Union sacrée. Madame Viviane Massengo, comment vous trouvez, à peine nommée, la première ministre Judith Suminwa et son gouvernement, au mois d'avril dernier d'ailleurs, mais aujourd'hui on parle déjà, ça se murmure dans le couloir qu'il faut remanier. C'est pas là un aveu d'échec déjà.
Non, pas du tout, pourquoi pas. Je me rappelle, vous êtes journaliste, je pense que vous avez aussi cette information-là. Le moment de l'investiture du gouvernement, la chef du gouvernement avait insinué qu'il devrait y avoir, même le chef de l'État est revenu maintes fois lors du Conseil des ministres pour faire voir qu'il devrait y avoir des contrôles, il devrait y avoir des évaluations trimestrielles pour évaluer le travail de chaque ministre dans son domaine et évaluer son travail et voir si par exemple, même dans un match de football, pour que l'équipe, quand on trouve qu'il faudrait que nous puissions gagner, on remanie aussi, on change les éléments, les membres de l'équipe. Là, il n'y a pas du tout un problème. Si au bout de ce temps-là, peut-être 3 mois après, 6 mois après l'évaluation, on trouve qu'il n'y a pas un bon rendement dans tel ou tel ministère. Et pourquoi ne pas changer de tête? Ça ne poserait pas du tout un problème. Ce n'est pas une question de que non, c'est à tour de rôle, chacun doit passer. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout cela. L'Union sacrée, vous êtes indexé, vous êtes l'une des représentantes valables de cette plateforme. On vous indexe de tenter de modifier la Constitution pour que les autorités politico-administratives qui sont en fonction actuellement puissent continuer, y compris même le chef de l'État. C'est quoi votre réponse? En fait, je pense que le changement ou bien la modification de certains articles de notre Constitution, comme nous disons toujours, la Constitution c'est la Bible de la République qui peut, elle peut être il peut y avoir des modifications de certains articles si, par exemple, il y a nécessité. Vous trouvez? Je pense que l'autre fois, dans une des émissions, je vous l'aurais confirmé que moi, je ne trouvais pas d'anomalie à changer, modifier certains articles de Constitution. Et pourquoi même ne pas refaire cette Constitution? Parce que vous savez très bien dans quelles conditions cette Constitution a été mise en place. Il y avait des belligérants, il y avait des étrangers qui ont été dénichés après, mais ils ont aussi participé à l'élaboration de la Constitution que nous avons actuellement. Changer cette Constitution, réviser, pour moi, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais, ça ne va pas faire tomber la République, mais je pense que ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas une priorité, vu ce que nous avons comme priorité, des axes prioritaires dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne pense pas que ça soit opportun pour le moment. Mais ce n'est pas exclu. Madame Viviane Massimo, nous sommes vraiment presque à la fin. J'aimerais que vous regardiez l'une des caméras principales là pour répondre à cette question avec tout cœur de mère, tout cœur de grande dame que vous êtes. Lorsque vous faites la visite générale de la situation économique, de la situation sécuritaire, du social des Congolais, les quotidiens, les produits de première nécessité, vous êtes fier de votre autorité morale qui est Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Si vous êtes fier, vous lui donnez combien sur 10? On va finir par là. Je l'ai dit tantôt au cours de notre entretien que la situation socio-économique, elle n'est pas vraiment en bonne santé, elle n'est pas vraiment très bonne. Je l'ai dit, je l'ai insinué. Et s'il faudrait que je puisse demander quelque chose aux garants de la nation, pas dans le sens de l'écouter, c'est vraiment appuyer avec force sur l'accélérateur afin qu'on puisse relever ces 3 axes. La sécurité, la justice, les côtés socio-économiques et ainsi relever ou bien reléguer cette impunité, remettre la justice. Madame Viviane Massimo, nous avons fini cet entretien, c'est face à face. Un mot de la fin. Le mot de la fin, pour moi, c'est demander à tous les Congolais d'accompagner les chefs de l'État. Nous sommes pendant un temps où tout le monde doit mettre la main à la pâte. Nous ne devons pas nous dire que c'est le seul président de la République qui doit tout faire.